I'm standing here in this exquisite chapel of St. George at Windsor Castle. Dès mes premiers pas dans les couloirs de Buckingham Palace, j'ai senti que quelque chose clochait. Le palais d'ordinaire, empreint d'une élégance discrète presque mécanique, avait pris une toute autre tonalité. L'air vibrait d'une tension invisible, comme si chaque pièce murmurait quelque chose que personne n'osait dire à voix haute. Et bien que personne ne me l'ait dit, je sentais dans chaque centimètre carré de ce sol ancestral que des fissures commençaient à apparaître. Des fissures qui n'avaient rien à voir avec le bâtiment lui-même, mais avec les personnes qui s'y trouvaient. J'ai été témoin de suffisamment de tempêtes politiques dans ma vie pour reconnaître lorsqu'une institution se protège d'une vérité trop lourde à porter pour être dissimulée plus longtemps. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que cette fois, cette vérité aurait un lien quelconque avec Anne, et encore moins que sa source serait si proche. Ce qui m'a frappé en premier, c'est le changement d'atmosphère au palais dès que le voyage d'Anne à Hollywood a été évoqué. D'ordinaire, un engagement royal à l'étranger n'a rien d'exceptionnel. C'est une simple formalité. Mais ce voyage-ci revêtait une signification différente. Anne avait toujours été la plus fidèle d'entre nous. Elle n'avait jamais recherché les applaudissements ni la gloire, et c'était peut-être précisément pour cela que l'on lui faisait confiance. Elle était intègre, et l'intégrité est une force qu'on ne peut feindre. Et tout le monde ici le savait. Son voyage avait pour but de sensibiliser le public au bien-être animal, une cause qu'elle défendait discrètement depuis des décennies, loin des mises en scène qui accompagnent souvent les obligations royales. Mais dès que les médias ont commencé à parler de la princesse la plus respectée, de l'infatigable cavalière et de la femme qui a surpris Hollywood, j'ai senti les regards se détourner dans les couloirs du palais. Ce n'était ni une hostilité manifeste, ni une jalousie ouverte, mais un malaise latent. Comme si certains ne supportaient pas de voir quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes sous les projecteurs. Et quand ces projecteurs sont braqués sur Hollywood, là où se forgent les réputations, se construisent les légendes et où le monde entier est à l'écoute, une réussite se transforme soudain en menace. Alors que je faisais le tour des pièces où le personnel se déplaçait habituellement en silence, tel un fantôme, j'entendais sans cesse les mêmes chuchotements. « Tu as entendu ? Il y a quelque chose qui cloche ? Ça va mal finir !» Personne n'osait le dire à voix haute, mais tous sentaient une force d'attraction, quelque chose qui cherchait à perturber le cours naturel des événements. J'ai toujours cru que le mal, sous sa forme la plus subtile, ne crie pas. Il murmure, il se meut dans l'ombre et il manipule les circonstances jusqu'à ce qu'elles explosent. Et dire... Le comportement des conseillers était également frappant. J'ai remarqué que certains m'évitaient, comme s'ils craignaient que je ne perce à jour leurs secrets. La plupart étaient excessivement formels, d'autres inhabituellement distants, comme s'ils ne souhaitaient pas que je pose de questions. Dans un palais où la routine règne, le moindre écart est palpable, et plus j'y prêtais attention, plus j'en découvrais. On retenait son souffle non pas pour protéger la monarchie, mais pour se protéger soi-même de ce qui allait arriver. Au départ, j'ai pensé que mes soupçons étaient peut-être exagéré. Peut-être était-ce simplement l'effet des médias, peut-être une crainte infondée que la popularité d'Anne ne fluctue quelque peu au sein du palais. Mais alors que je reprenais mon souffle un instant dans mes appartements, la même pensée revenait sans cesse, ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un était à l'œuvre, quelqu'un qui tirait profit du chaos, de la confusion d'un récit qui avait déraillé avant même qu'Anne ait pu faire passer son message. J'ai aussi remarqué que certaines personnes prenaient soudainement de l'importance. Des conseillers qui d'ordinaire n'avaient aucun rôle à jouer dans les préparatifs d'Anne se sont mis à lire les documents, à poser des questions et à s'immiscer dans des détails qui ne les regardaient pas. Et chaque fois que je demandais pourquoi, je recevais des réponses vagues et apaisantes qui ne répondaient à aucune de mes questions. C'était comme si une main invisible tirait les ficelles veillant à ce que rien ne se déroule sans accroc. Ce qui m'a le plus frappé cependant, c'est le changement d'atmosphère qui régnait dans le palais. On aurait dit que les murs étaient imprégnés de tension. Même le personnel parlait plus bas, comme si le moindre son pouvait être dangereux. Je n'avais ressenti cela qu'une seule fois auparavant, juste avant qu'un scandale n'éclate, un scandale que tout le monde connaissait depuis des mois, mais que personne n'avait osé révéler. Et cette même sensation m'a envahi à nouveau, la vérité n'était pas à l'extérieur du palais, mais à l'intérieur. Les fissures que j'ai perçues n'étaient pas seulement symboliques, elles étaient palpables. Elles rongeaient les relations, la confiance, les fondements même sur lesquels cette institution prétend reposer. Et plus la date du départ d'Anne approchait, plus les fissures s'élargissaient. C'était comme si quelqu'un créait délibérément des tensions suffisamment infimes pour être niées, mais suffisamment importantes pour déclencher quelque chose de plus grand. Je me suis mise à me demander qui dans ces murs pouvait bien craindre à ce point le succès d'Anne, au point de risquer la réputation d'une princesse et par conséquent celle de sa famille. Quelle est la valeur de leur pouvoir s'ils la défendent en détruisant celle d'autrui ? Et combien de temps peut-on vivre dans un palais sans comprendre que parfois le danger ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur ? Ce matin-là, j'ignorais encore où tout cela me mènerait. Mais je savais que la première pierre avait déjà été posée et que les autres ne tarderaient pas à suivre.
Dans un palais chargé d'histoire, on perçoit parfois les échos de l'avenir bien avant qu'il ne commence. Et cette fois, cet écho sonnait comme un avertissement. Un avertissement que la vérité se trouvait bien plus profondément qu'un simple voyage et que ce qui grandissait dans l'ombre était prêt à jaillir au grand jour. Je me souviens encore précisément du moment où mes soupçons d'un murmure au fond de mon esprit se sont mués en un avertissement clair et net. C'était ce soir-là pendant le dîner lorsque Camilla s'est levée avec un sourire parfait, trop parfait, presque chorégraphié, et a dit avoir besoin de prendre l'air. Dans un palais où chaque mouvement est scruté et chaque émotion dissimulée sous une politesse exemplaire, j'ai appris très tôt que ce ne sont pas les mots qui comptent, mais les silences entre eux. Et dans son silence, il y avait une tension que je n'avais jamais perçue auparavant. Cette tension était de celles qui surgissent lorsqu'on tente de protéger quelque chose de caché, ou à l'inverse de déclencher quelque chose de mystérieux. En quittant la pièce, elle a laissé derrière elle un malaise que personne n'osait nommer. J'ai immédiatement compris que son départ à cet instant précis n'était pas un simple besoin d'air, c'était une manœuvre. Une ouverture dans une partie d'échecs dont la plupart d'entre nous ignorions même l'existence. Je la suivais en gardant mes distances pour ne pas être remarqué et je la vis se diriger vers le balcon. Non pas vers la rambarde, non pas vers l'endroit offrant la plus belle vue, mais vers le coin le plus sombre. Et là je le vis, un petit téléphone ancien, pas le modèle officiel sécurisé par tous les protocoles, pas le smartphone moderne que tout le monde connaît, mais un appareil discret, presque oublié, qu'on n'utilise que lorsqu'on veut absolument que personne ne sache à qui l'on parle. Elle le serrait contre sa poitrine comme un artefact la protégeant de ce qu'elle allait faire. Je la vis changer, pas ouvertement, mais subtilement. La chaleur qu'elle dégageait d'habitude avec tant de soin s'évapora comme un manteau. Ce qui la remplaça était dur, concentré et franchement effrayant. Ce que j'ai ressenti alors n'était ni de la jalousie ni une suspicion alimentée par des ragots, mais un instinct que l'on ne développe qu'après des années passées à observer les ravages du pouvoir sur autrui. C'était la froideur de quelqu'un qui n'hésite pas, de quelqu'un qui décide, de quelqu'un qui agit sans remords. Je me tenais sur le seuil et je sentais cette froideur me transpercer jusqu'aux os. Et c'est alors que j'ai compris que les fissures que j'avais perçues plus tôt au palais n'étaient pas une simple tension abstraite. Elles provenaient de quelqu'un qui poussait activement, et cette pression semblait viser directement Anne. Plus tard, à son retour à l'intérieur, son sourire brilla de nouveau comme si de rien n'était. Elle regagna la table et reprit sans effort son rôle d'épouse attentionnée, d'hôtesse charmante et de reine séduisante. Mais je voyais encore une ombre dans son regard. Cette ride froide qui subsiste lorsqu'on laisse tomber ne serait-ce qu'un instant les apparences. C'est étrange comme une personne en qui l'on a confiance depuis des années peut soudainement nous faire douter de tout ce que l'on croyait savoir. Ce soir-là, en repensant à ce téléphone caché, j'ai commencé à comprendre. L'attention médiatique autour du parcours hollywoodien d'Anne avait provoqué un changement subtil. Là où d'autres ressentaient du respect et de l'admiration, Camilla éprouvait autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la peur mais qui se manifestait par un besoin de contrôle. Elle connaissait l'importance de l'image. Elle savait que Hollywood pouvait transformer quelqu'un en icône. Et elle savait qu'Anne, avec sa sincérité et sa simplicité, était précisément le genre de personne que le public apprécierait sans la romantiser ni l'idéaliser. Ce genre de popularité authentique est dangereux pour quelqu'un qui fonde sa position sur une image publique soigneusement orchestrée. Cette nuit-là, je n'arrêtais pas de me demander que signifie le fait que la personne qui devrait être à vos côtés perçoive soudain quelqu'un d'autre comme une menace. Que révèle l'image d'une couronne lorsque l'amour cède la place à la rivalité au sein même de ses murs? J'essayais de dormir, mais les images se répétaient sans cesse. Le téléphone, le regard, la tension soudaine dans sa posture. Tout convergeait vers la même conclusion: Camilla faisait quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Le lendemain matin, tandis que le palais s'éveillait dans la douce lumière automnale, je la regardais arpenter les couloirs. Ni hésitante ni pressée, mais avec cette même sérénité solennelle qui lui servait toujours de bouclier. Pourtant, je ne pus m'empêcher de l'observer à nouveau. Son calme semblait désormais forcé, son sourire trop lisse, sa politesse trop rigide. C'était comme si elle avait conscience d'une partie qu'elle seule pouvait gagner, ou du moins comme elle le croyait. Je me demandais en silence jusqu'où quelqu'un serait-il prêt à aller pour éviter une concurrence imminente ou une humiliation potentielle. Serait-il vraiment capable de détruire une réputation, de saboter un voyage ou de manipuler les médias simplement pour empêcher quelqu'un d'autre de se faire remarquer? Dans le monde où nous vivons, je sais que rien n'est impossible. Et cette prise de conscience a été plus douloureuse que je ne voulais l'admettre. Dans les heures qui y suivirent, je commençais à prendre des notes. Pas ouvertement, mais pour m'en souvenir. Son regard, ses coups de téléphone, la soudaine froideur dans sa voix. Je compris alors qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une fenêtre ouverte sur une histoire bien plus vaste. Ce n'était ni un accident, ni une remarque anodine, ni un simple coup de fil. C'était le début d'un schéma si sophistiqué qu'il passerait presque inaperçu, à moins comme moi de savoir exactement où chercher. Et la même question revenait sans cesse tranchante comme des éclats de verre dans mon esprit.
Que se passe-t-il lorsque la personne censée protéger le palais devient celle qui le mine? Cette question me hantait et je savais que les réponses qui suivraient seraient à la fois douloureuses et indispensables. Quand la nouvelle de l'atterrissage d'urgence d'Anne s'est répandue comme une traînée de poudre, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas un hasard. Avant même d'en connaître les détails, je l'ai senti au plus profond de moi-même, cette intuition instinctive, presque animale, que quelque chose clochait. Je l'avais vue ce matin-là déterminée, calme, pleine d'espoir. Elle n'avait pas peur, elle ne l'avait jamais eu. Et pourtant, me voilà un rapport entre les mains décrivant un problème technique mineur en des termes trop vagues pour éveiller les soupçons. Un grincement sur l'aile, une vibration inattendue, un atterrissage de précaution en Islande. Tout semblait si parfaitement orchestré que c'en était presque grotesque. Si quelqu'un avait voulu imaginer un scénario où le voyage d'Anne devait être brutalement interrompu, sans le moindre danger, c'est exactement ce qui se serait produit. Et cette prise de conscience m'a glacé le sang. Ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas l'atterrissage d'urgence en lui-même, mais la rapidité et la maîtrise avec lesquelles les médias se sont emparés de l'incident. Alors qu'Anne était encore assise dans le terminal en Islande, serrant un gobelet de thé en carton, un titre à Londres, était déjà prêt la dépeignant comme une princesse apeurée hystérique et trop privilégiée qui ne sait pas prendre l'avion. Comme si les rédacteurs en chef savaient que quelque chose allait se produire. Comme si quelqu'un leur avait donné un coup de pouce juste assez fort pour déclencher une avalanche de réactions. Moins d'une heure plus tard, des photos d'Anne apparaissaient toutes prises à de rares moments où son visage paraissait fatigué ou tendu. Pas une seule photo d'elle souriante. Pas une seule qui montrait sa force. Et ce n'est pas un hasard. Quiconque connaît un peu la presse sait que les images sont plus puissantes que les mots. Mon cœur battait la chamade en lisant les articles qui dépeignaient Anne comme faible indigne de confiance incapable. Ces mots ne surgissent pas par hasard. Ce sont des mots écrits délibérément dans le but de blesser. Et à cet instant, il est devenu douloureusement évident qu'il ne s'agissait pas d'une attaque extérieure. L'ennemi était parmi nous là où nous nous croyions en sécurité. La tempête qui se déchaînait s'est propagée bien plus vite que l'actualité habituelle. Des hashtags ont surgi comme par magie, /princesse peur, /princesse paresseuse. Leur popularité fulgurante était anormale. C'était comme s'ils attendaient un signal. Et ce signal, c'était cet incident en cours. J'ai pensé à Anne assise dans ce terminal digne comme toujours. Elle ne se plaint jamais, ne cède jamais, ne se laisse jamais aller à des démonstrations d'émotion. Et pourtant, j'imaginais combien ces rumeurs devaient l'affecter profondément. Quel impact cela a-t-il de se voir reflété comme une caricature déformée par des gens qui ne vous ont jamais rencontré ? Comment résister à une machine qui déverse des critiques à la vitesse d'un ouragan? Mais ce qui me troublait le plus à ce moment-là, c'était la précision avec laquelle ces attaques correspondaient aux émotions que j'avais vues Camilla réprimer quelques jours auparavant. C'était comme si je contemplais des ombres qui avaient la même forme que ses propres doutes. Un élément cependant s'est révélé particulièrement révélateur, la multiplication soudaine cet après-midi-là des appels téléphoniques urgents entre les porte-paroles du palais et certains tabloïds. Comme si quelqu'un avait fait sonner à nouveau ce même téléphone discret que je l'avais vu utiliser sur le balcon. J'ai suffisamment d'expérience au sein de la famille royale britannique pour savoir que ce genre de tempête médiatique n'est jamais totalement spontané. On choisit toujours quelle étincelle alimenter en premier. Et là j'ai vu la fumée avant même que l'incendie ne soit déclaré. Ce soir-là, en entrant dans mon bureau, j'ai trouvé l'édition du soir d'un tabloïd sur mon bureau. En haut, une photo d'Anne prise sous un angle peu flatteur. Les yeux mi-clos, la bouche crispée d'une manière peu flatteuse. Le texte qui l'accompagnait était une véritable diffamation. J'ai dû poser le journal tant mes mains tremblaient. Ce n'était pas seulement de la colère qui m'envahissait, c'était aussi de la tristesse, de la déception et un profond sentiment de déjà-vu. Car j'avais déjà vu cela sur d'autres visages, à d'autres époques. Puis vint le moment où mon inquiétude fit place à la détermination. Comment tout cela pouvait-il se dérouler avec une telle précision ? Comment une série de coïncidences pouvait-elle si bien tourner à la faveur d'une seule personne ? Quelles sont les chances que deux événements, un incident technique en plein vol et une campagne de diffamation savamment orchestrée, se produisent à quelques minutes d'intervalle, à moins que quelqu'un ne s'assure de leur concomitance ? J'ai repensé à l'ingénieur qui avait enquêté sur l'erreur technique et qui s'était comporté de façon si étrangement maladroite. J'ai repensé au regard dur de Camilla ce soir-là comme si elle avait pris une décision difficile. J'ai repensé à l'équilibre fragile de notre famille, un équilibre qui semblait désormais complètement rompu. Ce qui m'a véritablement sidéré, c'est de réaliser qu'Anne, la personne la plus consciencieuse et la plus honnête parmi nous, était devenue la cible d'une campagne soigneusement orchestrée. Une campagne qui n'aurait pu exister que si une personne disposant de ressources considérables en était à l'origine. Quelqu'un ayant accès au personnel et à la presse.
Quelqu'un qui instrumentalisait la réputation de la famille royale comme un échiquier déplaçant les pièces sans le moindre égard pour le peuple qu'elle représentait. Et à ce moment-là, une question a commencé à me tarauder l'esprit. Jusqu'où va l'ambition quand l'amour, la famille et l'intégrité font obstacle ? Tandis que le monde se moquait d'un récit mensonger et qu'Anne luttait pour préserver sa dignité, je savais une chose, ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement de quelque chose de sombre, d'invisible et de profondément troublant. Et je sentais de toutes parts que la vérité commençait à peine à se manifester. Lorsque j'ai enfin pu me retirer dans mon bureau, j'ai su que je ne pouvais plus me fier uniquement à mon instinct ou à mes soupçons. Si je voulais vraiment comprendre ce qui se passait autour d'Anne, je devais en découvrir la cause profonde, non seulement les symptômes, mais aussi la source. J'ai toujours pensé que la vérité se comporte comme l'eau, on peut la bloquer, la détourner ou la ralentir temporairement, mais elle finit toujours par trouver son chemin. Et c'est précisément cette conviction qui m'a poussé à entreprendre ma propre enquête avec prudence, patience et surtout en toute discrétion. Ce qui me motivait à ce moment-là, c'était la certitude qu'Anne n'avait pas seulement été victime de circonstances malveillantes, mais d'une intention délibérée, une intention préméditée. Et dans l'enceinte du palais, cela signifie généralement une chose, quelqu'un a un but, et ce but est poursuivi avec une précision chirurgicale et discrète. J'ai commencé par l'aspect le plus concret de l'histoire, l'incident technique. Les rapports que j'avais reçus étaient rédigés sur un ton si neutre qu'ils en étaient presque agressifs de confusion. Les pannes techniques sont rarement mystérieuses, elles sont mécaniques, documentées, traçables. Or ces rapports semblaient délibérément expurgés de toute trace de responsabilité. En lisant entre les lignes, j'ai remarqué que certains passages avaient été omis comme si quelqu'un avait tenté de censurer le rapport avant qu'il ne me parvienne. Ce seul fait était alarmant. Lorsqu'un système réputé pour sa rigueur bureaucratique révèle soudainement des failles, on sait que quelqu'un a contribué à réécrire l'histoire avant même qu'elle ne soit écrite. J'ai donc pris une décision mûrement réfléchie, j'ai contacté l'ingénieur qui avait examiné l'avion. Non pas par les voies officielles, ni par l'intermédiaire de conseillers susceptibles de m'influencer ou de m'empêcher d'agir, mais directement et discrètement. Organiser cette rencontre a nécessité des efforts. Non pas qu'il refusa de venir, mais parce que dans ce milieu, il faut toujours faire attention à qui observe lorsqu'on s'écarte du protocole. Lorsqu'il s'est enfin assis en face de moi, j'ai tout de suite compris qu'il avait peur. Pas de la nervosité, pas de l'incertitude, mais une peur véritable. Cette peur qu'on ne voit que chez quelqu'un contraint au silence, sachant que la vérité peut être plus dangereuse qu'un mensonge. J'ai posé mes questions en lui laissant de l'espace. Sans accusation, sans pression, juste une invitation à s'exprimer librement. Mais il choisissait ses mots comme si chaque lettre pouvait être une arme. Ce qui m'a vraiment transpercé, c'est son regard quand je lui ai demandé s'il pensait que la panne moteur était spontanée. Il n'a pas répondu, il n'avait pas besoin de répondre. La vérité résidait dans son silence, dans le tremblement de ses doigts, dans la façon dont il baissait les yeux comme s'il cherchait un refuge. Il n'avait pas peur de moi, il avait peur de quelqu'un d'autre. Puis vint le moment où il me raconta tout non pas d'un seul trait, mais par bribes, dans des phrases soigneusement choisies, comme s'il craignait d'être écouté aux portes. Il dit que le problème technique était inhabituel, que les moments où certains composants avaient été vérifiés n'étaient pas tout à fait conformes aux procédures habituelles et que la pression qu'il subissait venait de l'extérieur de l'équipe technique. Et lorsqu'il marqua une pause pour reprendre son souffle, je compris. Il ne s'agissait pas d'un problème technique, mais d'un ordre. Un ordre qui n'avait pas été donné explicitement, mais qui avait été parfaitement compris. Son témoignage a révélé les premiers éléments du complot. Mais j'ai trouvé les pièces suivantes du puzzle là où je ne l'attendais pas dans les communications du palais. Je n'ai pas posé de questions sur les fichiers, ils peuvent être manipulés. Je me suis intéressé aux chronologies, à l'historique des appels, aux schémas de communication. Non pas au contenu, mais au rythme. Le rythme d'un mensonge en dit souvent plus long que les mots eux-mêmes. Et c'est précisément ce rythme qui est devenu évident lorsque j'ai constaté que certains appels avaient été passés depuis un appareil et non enregistré sur le réseau officiel. Un appareil qui correspondait parfaitement à celui que j'avais vu Camilla tenir sur le balcon. À cet instant, le puzzle commença à s'éclaircir. Le fil conducteur de tous ces événements n'était ni le destin ni une malheureuse coïncidence. C'était un acte intentionnel. Quelqu'un avait voulu saboter non seulement la fuite d'Anne, mais aussi sa réputation. Et cela ne pouvait être que quelqu'un qui savait comment alimenter les journaux, comment manipuler la presse à sensation, comment instrumentaliser l'opinion publique. Quelqu'un qui savait comment faire passer les victimes pour les coupables. J'ai découvert des messages de porte-parole du palais qui avaient, par hasard, contacté des médias quelques minutes après que les problèmes aient été signalés. Des articles étaient prêts à apparaître comme s'ils avaient déjà été rédigés. Des images étaient prêtes à être publiées. Personne n'agit aussi vite sans raison. Quelqu'un avait tout planifié. Et puis j'ai trouvé la dernière pièce du puzzle, un vieux dossier presque oublié dans les archives internes.
Il ne concernait ni Anne ni le vol, mais des moments où Camilla avait exercé une influence sur la couverture médiatique en coulisses. Subtilement, jamais publiquement, mais avec suffisamment de constance pour que l'on puisse en déceler le schéma. Ce n'était pas un comportement nouveau, c'était une répétition, une récidive. À ce moment-là, j'ai senti ma gorge se serrer. Non pas par peur, mais en réalisant que je connaissais déjà la réponse avant même d'avoir osé poser la question. La vérité n'était plus une question de spéculation. Elle se dressait devant moi crue et douloureusement claire. Camilla n'avait pas seulement saboté Anne, elle avait orchestré une campagne destinée à la briser. Pourquoi? Par peur, par jalousie, par soif de pouvoir. Je savais que je n'avais qu'une seule option: continuer. La vérité ne pouvait plus rester entre ces murs, mais je savais aussi que cette enquête me rapprochait d'une limite qu'on ne peut franchir. Jusqu'où une famille peut-elle sombrer lorsque l'ennemi ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur? C'était la question qui me motivait désormais, et j'avais le sentiment que la réponse était plus proche que jamais. Quand j'ai appris que le deuxième vol d'Anne avait de nouveau été annulé, cette fois non pas à cause d'une simple vibration ou d'un vague avertissement, mais à cause d'une véritable panne de moteur qui avait contraint l'avion à atterrir, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était plus un choc, c'était une confirmation. La confirmation que ce que j'avais jusque-là perçu comme une tendance inquiétante était en réalité une opération bien rodée. Personne ne sabote 2 vols internationaux par accident. Personne ne provoque de tels ouragans médiatiques aussi précisément orchestrés sans préméditation. Et personne ne manipule la réputation d'une princesse, l'un des membres les plus constants, les plus travailleurs et les plus loyaux de la famille, à moins d'avoir quelque chose à perdre. Quand un tel sabotage se répète, on ne peut plus chercher la coïncidence. Il faut chercher le mobile. Et pour la première fois, j'ai senti que la vérité n'était plus seulement un fardeau que je portais, mais une épée qu'il fallait enfin brandir. La nouvelle m'est parvenue avant même que les journaux ne la publient. Anne, qui ne se laisse que rarement aller à la faiblesse, qu'elle soit physique ou émotionnelle, s'était effondrée dans le salon VIP de l'aéroport. D'après un témoin, elle laisse rester assise en silence, les yeux cachés dans ses mains jusqu'à ce que son corps ne puisse plus supporter la douleur. Cette image est restée gravée dans ma mémoire comme une tache indélébile. Ce n'était plus l'Anne que j'avais toujours connue. C'était une femme non seulement attaquée par les médias, mais aussi systématiquement brisée par une force invisible qui l'étouffait. C'était comme si quelqu'un cherchait délibérément à lui ôter sa force, sa voix et sa dignité. On peut traverser les tempêtes, supporter les critiques et assumer ses responsabilités, mais nul ne peut combattre un ennemi qui agit par le biais d'erreurs informatiques et de mensonges dans la presse. Ce qui m'a le plus profondément marqué ce jour-là, ce n'était pas la nouvelle elle-même, mais la réaction silencieuse qui régnait dans les cercles feutrés du palais. Les chuchotements recommençaient. On chuchotait de la malchance, du malheur, des possibles problèmes de santé de la princesse. Des chuchotements qui servaient tous le même but: détourner l'attention de la question de savoir pourquoi ces incidents collaient si parfaitement au récit que Camilla avait déjà alimenté par la presse à scandale. L'ambiguïté de ces chuchotements me révulsait. Se protéger d'un scandale est une chose, tenter de salir la réputation d'autrui pour préserver la sienne en est une autre. Il me fallait pourtant un dernier élément décisif, une confirmation qui dépasse les simples soupçons, les schémas habituels et les silences. Cette confirmation est c'est venu d'une source inattendue, une série de messages codés interceptés par mes conseillers. Des messages échangés entre un intermédiaire inconnu et un numéro non enregistré sur le réseau du palais, mais correspondant précisément à l'appareil que j'avais aperçu plus tôt dans la main de Camilla. Ces messages évoquaient non des instructions, des retards planifiés et faisaient référence aux photographies à distribuer dès l'atterrissage. La phrase la plus glaçante était « Il est clair qu'elle n'est pas à la hauteur de cette mission ». Comme si cela ne suffisait pas, l'un des messages provenait d'une personne extérieure, un ingénieur aérospatial qui avait déjà laissé entendre qu'il travaillait sous pression. Cet homme, cet ingénieur qui avait gardé le silence auprès de sa famille, s'avéra être la clé de la vérité. Il admit avoir été contraint de manipuler des pièces. Rien de grave certes, mais suffisant pour provoquer des annulations. Suffisant pour créer précisément le chaos nécessaire pour nuire à Anne. J'ai ressenti un mélange de colère et de compassion en apprenant cela. De la colère, car quelqu'un était allé si loin pour défendre le pouvoir. De la compassion, car cet homme était pris entre deux feux, deux forces capables de le détruire. Et puis une autre réalité m'a frappé, personne n'agit seul. Un sabotage de cette ampleur exige de la planification des complices, de l'argent des contacts. Autrement dit, il faut quelqu'un qui comprenne les rouages du palais, quelqu'un qui sache quel rouage actionner pour faire dérailler toute la machine. Quelqu'un qui suivait la réputation d'Anne depuis longtemps, peut-être même des années. Et surtout quelqu'un qui savait que toute attaque contre Anne serait une attaque indirecte contre moi, et donc une attaque contre la stabilité même de la maison royale. Qui avait intérêt à ce que notre famille soit en proie au chaos, qui avait quelque chose à perdre si Anne s'élevait au-dessus du lot.
qui avait passé des années à cultiver habilement une image publique soigneusement construite, désormais menacée par la popularité naturelle d'une princesse qui n'a jamais recherché la notoriété inutile d'être politologue pour comprendre les enjeux. Pourtant, la décision que j'ai prise ensuite n'était pas motivée par la vengeance mais par le devoir. Il fallait protéger la vérité quand d'autres la bafouaient. Il fallait rétablir la vérité telle qu'elle avait été délibérément déformée. Et à cet instant, j'ai su que je devais agir. Non seulement pour Anne, mais pour toutes les vérités qui ont souffert entre ces murs. Je savais qu'il était temps d'affronter la vérité, une confrontation qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Durant ces jours-là, je sentais une tension palpable. Partout où j'allais, je sentais des regards me suivre. Ils savaient que quelque chose se tramait, quelque chose qui ne pouvait plus être dissimulé. C'était comme si toute la maisonnée du palais attendait une explosion que personne ne souhaitait provoquer, mais dont la menace était perceptible par tous. Dans ces moments-là, on apprend que le silence n'offre plus de protection. Il devient inévitablement complice. C'est précisément pour cette raison que j'ai décidé que la vérité ne pouvait plus se limiter à mes notes et à mes conversations. Elle devait faire surface, elle devait devenir visible, elle devait prendre une forme que personne ne pourrait nier, pas même celui qui voulait le plus l'enfouir. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était temps d'abandonner toute prudence. Quoi qu'il arrive, je ferai en sorte que la vérité ne hante plus Anne mais la libère. Quand j'ai enfin tenu le dossier entre mes mains, rempli de chaque déclaration, de chaque date, de chaque message intercepté et de chaque parcelle de vérité, j'ai senti mon hésitation s'évanouir. Ce n'était pas qu'un simple recueil de documents, c'était l'anatomie d'une trahison. Les preuves n'étaient pas seulement accablantes, elles étaient dévastatrices. Et à mesure que je tournais les pages, je sentais chaque ligne mettre à nu une partie du palais. Non pas littéralement, mais symboliquement, strate après strate, le vernis que l'institution avait soigneusement cultivé pendant des siècles s'est évanoui. Ce qui restait était bien plus fragile, bien plus douloureux, un noyau familial où le pouvoir, la jalousie et la peur s'étaient mêlés en une substance toxique. Et à cet instant précis, j'ai ressenti une lucidité qui m'avait longtemps fait défaut. Non pas la lucidité de la colère, mais celle de la responsabilité. Si je ne révélais pas cela qui le ferait, lorsque je suis allé à Hollywood, je savais que ce choix aurait des conséquences. Pour la monarchie, pour Camilla, pour nous tous. Mais je savais aussi qu'Anne se tenait là dans une salle remplie de gens qui avaient besoin de l'entendre, tandis que sa voix risquait de se perdre dans un tourbillon de mensonges. Je ne voulais pas seulement laver son nom. Je voulais que la vérité éclate enfin, sans plus dépendre des murmures dans les couloirs ni des reportages censurés. Il fallait donner un visage à la vérité. Et ce visage devait être visible pour tous, sans filtre ni excuse. Quand Anne est montée sur scène, j'ai perçu en elle une force que je n'avais pas vue aussi clairement depuis longtemps. Aucune rancune, aucune amertume, mais une détermination qui émanait de tout son être. Elle n'était pas venue pour se battre, elle était venue témoigner. Et parfois c'est plus puissant que n'importe quel combat. Je lui avais parlé auparavant non pas à voix haute, mais d'un regard complice qui laissait clairement entendre qu'elle savait que j'en savais plus, que je ne pouvais le dire à ce moment-là. Et elle me faisait confiance. C'est ce lien de confiance qui m'a poussé à franchir le pas que je n'avais jamais osé franchir auparavant. Quand je me suis tenu à côté d'elle sur scène, j'ai senti la salle se figer. Non pas à cause de ma présence, mais parce que chacun a compris que ce n'était pas un hasard. Ma présence était un signal. Je n'étais pas là pour faire de la figuration. J'étais là pour une raison. Et dès que les écrans géants se sont allumés derrière nous, j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le premier extrait audio était bref, mais tranchant comme un couteau. La voix de Camilla résonna dans la pièce sèche, froide, calculée. C'était la voix qu'elle n'aurait jamais utilisée avec des journalistes ou des membres de sa famille. Celle qu'elle n'employait que lorsqu'elle pensait être seule. Ces mots se propageaient dans les rangs comme une tempête murmurante des instructions concernant les photos, le timing, illusion de faiblesse qu'il fallait créer. Lorsque les SMS apparurent, les messages, les instructions, les mots qui ne laissaient place à aucun malentendu, la pièce eut l'impression d'être frappée de plein fouet. Puis vint la déclaration de l'ingénieur. Sa voix tremblait, ses yeux exprimaient la peur mais aussi le soulagement. Enfin, il pouvait dire ce qu'il avait été contraint de cacher si longtemps. Il raconta comment il avait subi des pressions, comment on lui avait assuré que ce ne serait pas grave, que ce n'était qu'un moyen de gagner du temps. Il avait cru qu'il s'agissait simplement d'une question de timing diplomatique, mais lorsqu'il entendit les médias s'en prendre à Anne, il comprit la gravité de son acte involontaire. Ses aveux plongèrent la salle dans un silence stupéfait. Quand la vidéo s'est terminée, plus personne ne pouvait faire semblant. La vérité avait éclaté au grand jour et nul ne pouvait la nier. J'ai regardé Anne et à cet instant, j'ai ressenti quelque chose d'indéfinissable. J'ai ressenti de la fierté, non pas la fierté de la victoire, mais celle qu'on éprouve quand on reste debout, même quand tout s'écroule autour de soi. Alors que le public se levait et applaudissait, je sentis le poids des dernières semaines s'alléger. Ce n'était pas fini, je le savais. Une vérité de cette ampleur provoque toujours des répercussions. Le palais serait sous le choc.
Les médias s'enflammeraient, l'opinion publique serait ballottée comme une tempête en mer. Mais une chose était désormais irréversible, Anne était libérée du mensonge. Au même moment, un tout autre événement se déroulait à Londres. La conférence de presse soigneusement préparée par Camilla a viré au chaos, en quelques minutes, les journalistes la confrontant à la moindre preuve projetée sur les écrans hollywoodiens. Son visage toujours si impeccable, toujours si serein s'est fissuré. Non pas de façon dramatique sans cri, mais comme du verre qui se brise sur un sol de marbre. Les fissures étaient indéniables. Elle savait que c'était fini. Ce qui suivit restera gravé dans l'histoire. Certains le qualifieront de plus grand scandale de l'histoire de la monarchie moderne. D'autres diront qu'il s'agissait d'une purge nécessaire du démantèlement d'un pouvoir qui avait trop longtemps œuvré dans l'ombre. Pour moi, c'était différent. C'était un choix. Le choix de ne plus laisser une famille souffrir sous le poids des mensonges. Le choix de ne plus laisser une institution que je tiens à protéger de tout mon cœur être corrompue par des luttes intestines qui n'avaient rien à voir avec le devoir et tout à voir avec l'ego. Ce qui suivit fut comme une douce brise après la tempête. Anne se tenait à mes côtés droite, digne comme si elle était née de nouveau. Je compris alors que ce n'était pas seulement une victoire pour elle, mais pour tous ceux qui ont un jour été victimes d'un système qui préfère le silence à la concession. Tandis que les appareils photos continuaient de crépiter et que le monde retenait son souffle, je sus que c'était le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la vérité ne serait plus quelque chose à cacher, mais